Taïwan est une île de contraste, connue de la plupart des gens comme un géant industriel abritant des entreprises technologiques et des métropoles animées. Mais au-delà de ces villes animées se cache un monde très différent. Près de 70% de cette petite île sont couverts par de majestueuses chaînes de montagnes, ce qui fait de Taïwan un paradis pour les alpinistes et les voyageurs. Située à l'extrémité de la ceinture de feu du Pacifique, Taïwan était formée par le mouvement continu des plaques tectoniques. Les tremblements de terre y sont fréquents, laissant derrière eux un paysage étrange de pics acérés, de gorges profondes et de pentes abruptes. Plus de 260 sommets dépassent les 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer, une concentration impressionnante pour une si petite île. La chaîne de montagnes centrales s'étend du nord, tombe au sud, comme l'épine dorsale de l'île. D'anciens sentiers tracés par les peuples autochtones sillonnent les forêts denses et les prairies alpines. Le sentier historique de Batongguan, créé par les autochtones et prolongé par les Japonais, attire aujourd'hui les aventuriers par sa beauté sauvage et sa complexité. Le climat des montagnes taïwanaises est imprévisible et dangereux. Les typhons d'été provoquent des pluies torrentielles et les températures hivernales peuvent descendre en dessous de zéro, ce qui crée des conditions dangereuses pour les aventuriers. Le brouillard qui descend soudainement réduit la visibilité à quelques mètres en quelques minutes. Malgré les dangers, des milliers de touristes et d'alpinistes professionnels escaladent chaque année les sommets de Taïwan. Ils viennent voir le soleil se lever sur le Yushan, la plus haute montagne d'Asie du Nord-Est, 3952 mètres, ou explorer des itinéraires préservés et intemporels. À l'ère des médias sociaux, les photos colorées de vues à couper le souffle et de courageux grimpeurs de sommets donnent une impression d'accessibilité et de sécurité. Ce qui paraissait autrefois extrême devient banal si on le voit assez souvent sur Instagram et Facebook. De telles images font oublier les véritables dangers et la préparation qui se cache derrière chaque ascension. Mais les montagnes ne pardonnent pas les erreurs. Elles restent aussi dangereuses qu'elles l'étaient il y a des milliers d'années, malgré les équipements et les technologies modernes. Et parfois, même des alpinistes expérimentés sont confrontés à des situations qui les dépassent. C'est ici, parmi ces pics majestueux et ces gorges profondes, que se déroule l'histoire de Gigi Wu, une femme dont la passion pour la montagne et l'approche inhabituelle de l'alpinisme ont fait d'elle l'une des figures les plus médiatisées de la communauté des alpinistes. La vie de bureau de Gigi Wu dans une société de commerce internationale à Taipei a changé radicalement en 2014 lorsque la mort de son père a marqué un tournant dans son destin. Au lieu de sombrer dans la routine, la jeune femme de 31 ans a abandonné une carrière stable et s'est tournée vers la montagne, qui est devenue non seulement un passe-temps mais aussi un moyen pour elle de guérir. Ses premières ascensions ont été timides, comme pour la plupart des débutants. Sans formation formelle, elle a appris par l'expérience. Sur le mont Yushan, le plus haut sommet de Taïwan, Gigi rencontre Alex Yang, un alpiniste expérimenté qui deviendra plus tard son ami intime. Mais la véritable histoire de la grimpeuse en bikini a commencé par hasard. Après avoir perdu une dispute amicale, Gégé a promis de prendre une photo en bikini au sommet de la montagne suivante. Ce qui n'était au départ qu'une plaisanterie s'est transformé en sa signature lorsqu'elle a remarqué l'écho que suscitaient ces photos inhabituelles. L'image d'une femme fragile en maillot de bain coloré face à un paysage montagneux accidenté créait un contraste saisissant qui attirait l'attention. Dépassant rapidement le stade de l'amusement, Gigi s'est fixé un objectif ambitieux, conquérir 100 sommets de plus de 3000 mètres à Taïwan. Pour tout alpiniste, même expérimenté, il s'agit d'un défi majeur qui exige non seulement une bonne condition physique, mais aussi une connaissance approfondie du terrain, des conditions météorologiques et de la survie en milieu sauvage. En 2016, 2 ans seulement après avoir commencé son périple en montagne, elle a atteint son premier objectif important, à savoir conquérir les 100 sommets. Ce fait était surprenant, même pour les alpinistes expérimentés qui avaient passé des décennies à réaliser un tel exploit. Au lieu de s'arrêter, Gigi s'est fixé un nouvel objectif, conquérir les 268 montagnes de Taïwan de plus de 3000 mètres. Début 2019, elle avait déjà 130 sommets à son actif. Derrière l'image flamboyante de la Bikini Mountaineer se cache une voyageuse responsable. Elle ramasse les déchets sur les sentiers, aide les compagnons de route fatigués, même si cela représente un poids supplémentaire dans son sac à dos. Malgré sa popularité croissante, Gégé choisissait de plus en plus les randonnées en solitaire, y trouvant une liberté particulière et la possibilité d'aller à son propre rythme.
Mais les montagnes, en fidèles professeurs, lui ont plus d'une fois rappelé leur dangerosité. En 2017, elle a échappé de peu à une catastrophe lors d'une randonnée en solitaire et, en 2018, elle a partagé sur les médias sociaux des photos des cicatrices d'une chute qui, selon ses propres termes, a failli la tuer. Ces avertissements n'ont toutefois pas arrêté Gégé et n'ont fait que renforcer sa détermination à poursuivre son voyage. En janvier 2019, Gigi Wu, 36 ans, est devenu le symbole de la passion et de la persévérance qui peuvent transformer une employée de bureau ordinaire en une conquérante de montagne accomplie. Mais un défi l'attendait qui allait tester les limites de ses capacités et changer son histoire à jamais. Derrière les pages lumineuses de Gigi Wu sur les réseaux sociaux se cachait la réalité difficile d'une alpiniste. Chaque ascension exige une préparation méticuleuse, une endurance physique et la capacité de prendre des décisions rapides dans des situations critiques. Son sac à dos, qui pesait environ 29,5 kg, soit près de la moitié de son propre poids, représentait un véritable défi. Il contenait tout ce dont elle avait besoin pour survivre, y compris un appareil photo Canon 5D Mark III avec les objectifs pour ses célèbres photos. Alex Young lui a offert un téléphone satellite, un appareil qui devait lui servir de bouée de sauvetage en cas d'urgence. Les alpinistes professionnels ont critiqué son approche. Le sac à dos lourd augmentait le risque de perte d'équilibre et les randonnées en solitaire la laissaient sans soutien en cas de blessure. Mais Gégé a poursuivi son chemin, prouvant qu'elle pouvait relever seule les défis de la montagne. À 2 reprises, les montagnes l'ont mise en garde contre le danger. Après un incident en 2017 où elle a failli se perdre, Gigi a écrit une phrase prophétique sur les médias sociaux « Une erreur commise lors d'une randonnée en solitaire peut être la dernière ». Et en 2018, après avoir montré les cicatrices sur ses jambes à la suite d'une grave chute, elle a admis qu'elle était au bord de la mort. Mais ces situations ne l'ont pas fait renoncer à l'escalade en solitaire. Pour Gégé, la montagne est plus qu'un loisir. C'est sa passion, sa médecine, son mode de vie. Ses amis l'ont vue changer, devenir plus forte à chaque randonnée, trouver la liberté, le défi et le sens dans les montagnes. Au début de l'année 2019, elle s'est fixée comme nouvel objectif de traverser le parc national de Yushan, qui comprend le sentier historique de Batongguan, et plusieurs tronçons non autorisés rarement visités, même par des alpinistes expérimentés. Le 11 janvier 2019, Gigi Wu a entamé ce qui était prévu comme une randonnée de 2 semaines. Son sac à dos chargé de tout ce dont elle avait besoin, elle a envoyé un message à ses amis avec son itinéraire, promettant de les contacter à son retour. Les premiers jours de la randonnée se sont déroulés sans incident. Mais au fur et à mesure qu'elle s'enfonçait dans les zones les plus reculées et les plus sauvages du parc, les communications devenaient de plus en plus irrégulières. Le 19 janvier, au 9e jour de la randonnée, Gigi Wu a atteint un endroit où le sentier habituel cédait la place à un itinéraire non autorisé. Le temps, qui devait rester ensoleillé, commence à changer rapidement. Le brouillard descend sur les pentes, la visibilité diminue et les premières gouttes de pluie annoncent le mauvais temps. À la croisée des chemins, Gigi fit le choix qui déterminerait son destin. Elle a poursuivi sa route vers le mont Jupin où l'attendait le plus grand défi de sa vie. Le 19 janvier 2019, le ciel au-dessus du mont Jupin s'est progressivement couvert de nuages. Ce qui n'était au départ qu'une détérioration météorologique mineure s'est rapidement transformé en une menace sérieuse. La visibilité diminuait d'heure en heure et le sentier devenait dangereusement glissant sous la pluie croissante. Gigi Wu a gravi le flanc de la montagne avec la prudence d'une alpiniste expérimentée. Sous le poids de son sac à dos de près de 30 kg, chaque pas exigeait de la concentration. Elle se trouve à environ 2400 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans une section où le sentier officiel a été abandonné depuis longtemps. Ici, sur un ancien sentier tracé par les indigènes Kalébouan, la nature règne sans partage. Le sentier se rétrécit, serpente entre les rochers et les arbres accrochés par leurs racines à la pente abrupte. Au fond, à quelques dizaines de mètres, une gorge étroite est visible. En temps normal, une grimpeuse expérimentée n'aurait eu que peu de difficultés sur ce tronçon, mais aujourd'hui tout l'oppose. Le temps, le poids de l'équipement, la fatigue de 9 jours de voyage. Le moment qui a tout changé est arrivé soudainement. Qu'il s'agisse d'un rocher glissant, d'un faux pas ou d'une perte d'équilibre accidentelle, la cause exacte est inconnue. En un instant, Gigi Wu sentit le sol se dérober sous ses pieds et le lourd sac à dos l'entraîner dans la pente. La chute fut rapide et imparable.
Après avoir volé sur 20 à 30 mètres, elle atterrit sur une étroite corniche rocheuse, la seule chose qui l'empêchait de tomber dans une gorge profonde où les chances de survie étaient minces. Le choc de l'impact est rapidement remplacé par une prise de conscience de la situation. Elle ne peut plus bouger ses jambes. Une douleur aiguë lui transperce le bas du corps, signe d'une blessure grave. Son sac à dos est tombé à proximité, un heureux accident qui lui offre une chance infime de salut. Gégé a surmonté la douleur pour attraper le téléphone satellite, seule connexion avec le monde extérieur dans cette région isolée sans couverture cellulaire. Le même jour, à 16h30, le téléphone d'Alex Young a sonné à Taipei. Les appels de Gégé pendant qu'elle campe sont fréquents, mais elle contacte généralement le soir lorsqu'elle a déjà installé son campement. Un appel trop tôt l'a alertée. La voix de Gégé, ponctuée de parasites, semblait tendue. En 30 petites secondes, elle put lui dire l'essentiel. Elle était tombée dans une gorge sur le flanc du mont Jupen, incapable de bouger et ayant désespérément besoin d'aide. La connexion s'est interrompue aussi soudainement qu'elle avait commencé, laissant Alex avec les coordonnées de l'endroit où elle se trouvait et une inquiétude grandissante. Sans tarder, il a contacté les autorités, transmettant toutes les informations disponibles au service d'incendie du comté de Nantou, chargé des opérations de sauvetage dans le parc national de Yushan. Les coordonnées étaient exactes. Le versant nord-ouest du mont Jupen, à environ 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais même avec ces données, le sauvetage ne s'annonçait pas facile. Alors qu'Alex faisait tout ce qu'il pouvait à Taipei, essayant encore et encore de joindre Gégé, celle-ci était seule sur une étroite corniche rocheuse. La pluie s'intensifie et la température commence à baisser à mesure que le soir tombe. Chaque heure qui passe rend sa situation de plus en plus désespérée. Le brouillard descendit, enveloppant le flanc de la montagne d'un voile dense, puis vint l'obscurité. Non pas le crépuscule de la ville avec la douce lumière des réverbères, mais l'obscurité absolue et impénétrable de la nature sauvage. Gégé, incapable de bouger, ne pouvait qu'attendre, espérant que le salut viendrait avant que le froid et les blessures ne fassent des ravages. Cette nuit-là, sur le versant du mont Jupen, la température est tombée à 2 degrés Celsius. Pour une personne immobilisée et mouillée par la pluie, sans possibilité de faire du feu ou de s'abriter dans une tente, de telles conditions sont mortelles. L'hypothermie, le refroidissement progressif du corps, commence à se développer subtilement mais inexorablement. Alors que Gégé luttait pour sa survie sur le flanc de la montagne, l'opération de sauvetage s'est heurtée à ses premiers obstacles. 3 tentatives pour faire décoller des hélicoptères Black Hawk ont été annulées en raison de conditions météorologiques dangereuses. Un épais brouillard rendait tout vol impossible sur le terrain montagneux. La situation devient critique. Les heures passent et l'aide tant espérée par Gigi Wu est encore loin. Seule dans le froid et l'obscurité, elle entame la nuit la plus longue de sa vie. Une nuit qui mettra à l'épreuve les limites de l'endurance humaine et l'amènera à se demander « Qu'arrive-t-il à une personne lorsqu'il ne lui reste plus qu'un seul espoir ?» L'aube du 20 janvier n'apporte pas de soulagement mais une nouvelle vague d'angoisse. Le brouillard sur les pentes du mont Jupen ne s'est pas dissipé et la pluie continue avec la même vigueur. La température est restée basse à quelques degrés au-dessus de zéro. Dans ces conditions, même les sauveteurs professionnels se rendent compte que le temps joue contre eux. Le service d'incendie du comté de Nantou a pris en charge la coordination de l'opération de sauvetage. Le Corps national de sauvetage aérien de Taïwan a tenté à nouveau de faire décoller les hélicoptères Black Hawk, mais sans succès. Il est devenu évident que le seul moyen d'atteindre Gigi Wu était de le faire à pied. Une mission aussi difficile nécessitait non seulement des sauveteurs, mais aussi des personnes connaissant parfaitement la région. Les personnes choisies étaient les Kalebwang, les montagnards indigènes de Taïwan dont les ancêtres vivaient dans la région depuis des siècles. 2 guides expérimentés de la tribu Kalebwan et un pompier professionnel ont formé la première équipe de recherche. Au petit matin, une camionnette bleue a lentement gravi les routes de montagnes sinueuses, emmenant les sauveteurs de plus en plus haut dans les montagnes. Ils ont atteint les 2400 mètres, l'altitude la plus élevée que le véhicule pouvait atteindre. De là, ils ont dû marcher à pied, transportant environ 20 kg de matériel de sauvetage, cordes, brancards, médicaments, nourriture et eau. Une deuxième équipe de sauveteurs a suivi, prête à soutenir le premier groupe. Leur tâche consistait à créer des points de communication supplémentaires et à assurer l'évacuation de la victime si elle pouvait être retrouvée. Les sauveteurs ont emprunté des chemins détrempés par la pluie, traversé des pentes glissantes et des sous-bois denses.
Chaque pas exigeait une extrême prudence. Une seule erreur pouvait transformer les sauveteurs en victimes. Mais le Caléboine dirige le groupe avec confiance en s'appuyant sur les connaissances transmises de génération en génération. Guidés par les coordonnées reçues du téléphone satellite de GG, les sauveteurs se dirigent vers le versant nord-ouest du mont Jupan. D'heure en heure, ils se rapprochent du lieu présumé de l'accident, mais les conditions ne font qu'empirer. Le brouillard s'épaissit, rendant les recherches difficiles. Dans la soirée, le premier groupe de sauveteurs a atteint une altitude d'environ 1600 mètres, presque à l'endroit où l'appel a été lancé. Mais l'obscurité croissante et le terrain dangereux les ont obligés à s'arrêter et à établir un camp. Une nuit froide passée sous des tentes et sous une pluie incessante a été une épreuve même pour les Caléboines aguerris à la montagne. Pendant cette période à Taipei, Alex Yang a eu du mal à trouver un endroit où loger. Après un seul appel téléphonique à GG, la communication avec elle a été coupée. Il a continué à appeler son téléphone satellite toutes les heures, mais n'a obtenu que des réponses silencieuses. Il est resté en contact avec les sauveteurs, mais leurs messages n'étaient pas réconfortants, le temps ne s'améliorait pas et les recherches s'éternisaient. Le matin du 21 janvier, les conditions météorologiques se sont enfin améliorées. Le brouillard se dissipe par endroits et la visibilité s'améliore. Les sauveteurs reprennent leurs recherches avec une vigueur renouvelée, fouillant méthodiquement chaque mètre de la pente rocheuse. Vers midi, l'un des guides de Calébuane a repéré quelque chose au bas de la pente, un petit rebord rocheux sur lequel se trouvait un objet de couleur vive. En s'approchant, les sauveteurs aperçoivent une silhouette humaine et un sac à dos. Il s'agit de Gigi Wu. Elle était allongée sur le dos, recouverte d'une couverture thermique en aluminium argenté. À côté d'elle se trouvaient ses affaires, un téléphone satellite, une torche attachée à son poignet et une veste qui, étrangement, n'était pas sur elle mais à côté d'elle. Les sauveteurs l'ont appelée, mais elle n'a pas répondu. La descente jusqu'à l'étroite corniche où se trouvait GG nécessitait des compétences d'alpiniste. Les sauveteurs s'attachent aux cordes et entament une descente prudente. Lorsqu'ils l'ont atteinte, il était clair que les secours étaient arrivés trop tard. Gigi Wu ne respirait plus et sa peau était froide au toucher. Les médecins détermineront plus tard que l'hypothermie est la cause probable de la mort. De longues heures d'immobilité dans le froid, aggravées par le traumatisme de la chute, ont été une combinaison fatale. Les sauveteurs ont soigneusement transféré le corps sur une civière et ont entamé la pénible ascension de la pente. Ce n'est que le soir, lorsque le brouillard s'est dissipé, qu'il a été possible d'appeler un hélicoptère pour l'évacuation. Gigi Wu quittait pour la dernière fois ses montagnes préférées, non pas comme une femme victorieuse avec une photo au sommet, mais comme un rappel de la frontière ténue qui sépare le courage de l'imprudence. La nouvelle de la mort de la grimpeuse en bikini a rapidement fait le tour de Taïwan, puis du monde. L'histoire d'une femme qui a escaladé plus de 130 sommets avant de mourir au 131e a touché le cœur de nombreuses personnes, les incitant à réfléchir sur la nature du risque, la célébrité et le coût réel de nos passions. La nouvelle de la mort de Gigi Wu s'est répandue à la vitesse de l'éclair. Sa page Facebook, qui avait récemment été remplie de photos saisissantes des sommets montagneux, est devenue un mémorial. Des milliers de personnes ont posté des commentaires allant de mots de chagrin et de gratitude à des évaluations sévères de son choix de prendre des risques lors d'un trekking en solitaire. Comme on pouvait s'y attendre, les réactions du public ont été mitigées. Pour beaucoup, GG est devenu un symbole de la force et du courage féminin, la preuve que les montagnes ne se conquièrent pas par le sexe, mais par l'esprit et la détermination. Elle était une déesse de la montagne, ont écrit ses fans, admirant non seulement son physique mais aussi sa force intérieure qui a permis à une employée de bureau de se transformer en alpiniste accompli. Mais d'autres voix se sont fait entendre. Les critiques ont vu dans la tragédie de Gigi l'aboutissement naturel de la poursuite des goûts, l'accusant d'irresponsabilité et de vanité. Elle a risqué sa vie pour des photos spectaculaires, affirme-t-il, souvent sans même connaître ses réalisations et ses contributions à la communauté des grimpeurs. Les titres inexacts des médias occidentaux, tels que « La grimpeuse taïwanaise en bikini meurt », n'ont fait qu'alimenter cette opinion. La vérité, comme c'est souvent le cas, se situe quelque part entre les deux. Ceux qui connaissaient vraiment GG ont compris que ces photos en bikini n'étaient qu'une petite partie des histoires qu'elle partageait. Derrière ces images saisissantes se cachèrent des années d'entraînement, des centaines de kilomètres de pistes parcourues et un amour sincère pour les montagnes de Taïwan. La tragédie a pris une tournure inattendue, lorsque les autorités taïwanaises ont décidé de punir la famille de la défunte.
La mère de Gigi Wu a été condamnée à une amende de 60 000 $ pour le coût de l'opération de sauvetage. Le motif invoqué est que le corps de l'alpiniste se trouvait sur un sentier non autorisé, sans autorisation officielle. Cette approche a suscité l'indignation de la communauté des grimpeurs. Les amis de GG, dont beaucoup étaient des grimpeurs expérimentés, ont protesté. Ils ont rappelé sa contribution à la promotion des montagnes taïwanaises, l'aide qu'elle apportait aux voyageurs novices en leur décrivant des itinéraires détaillés et les nombreuses fois où elle avait elle-même aidé des compagnons de voyage fatigués. Sous la pression de l'opinion publique, les autorités ont fini par annuler l'amende, reconnaissant l'injustice d'une telle sanction pour la famille endeuillée. Les funérailles de Gigi Wu ont eu lieu à New Taipei. Les cendres d'Izmaete ont été placées dans une petite boîte et enterrées dans le cimetière de la ville sous une simple pierre. Mais des alpinistes de tout Taïwan, de Taipei, Kaohsiung, Hualien, sont venus assister à la cérémonie d'adieu. Les personnes qui la connaissaient personnellement et celles qui suivaient de ses voyages sur les réseaux sociaux sont venues rendre hommage à une femme dont la passion pour la montagne a écourté sa vie mais en a inspiré plus d'un. La mort de Gigi Wu fait partie des tristes statistiques. Des recherches montrent qu'entre 2011 et 2017, plus de 250 décès dans le monde ont été liés à la création de selfies extrêmes. Les chutes de hauteur représentent la moitié de ces cas. Bien que GG elle-même ne prenait pas de selfie au moment de sa chute, son histoire s'inscrit dans un débat mondial sur l'impact des médias sociaux sur la perception des risques. Que se serait-il passé si le sentier de montagne était resté un simple sentier et non une toile de fond potentielle pour une photo spectaculaire ? La perception du danger aurait-elle changé si les gens avaient en vue non seulement des moments de triomphe sur les sommets, mais aussi des nuits froides sous la tente, des ascensions épuisantes, des ampoules sanguinolentes et les risques réels de la randonnée en montagne? Gigi Wu n'a pas cherché la mort, mais a accepté le risque comme faisant partie de son voyage. Son histoire n'est pas seulement la chronique d'une tragédie, mais une occasion de réfléchir à la façon dont la société moderne perçoit le danger, le courage et leurs conséquences. Aujourd'hui, son nom est prononcé avec respect dans les cercles d'alpinistes taïwanais. Ses itinéraires et ses conseils continuent d'aider les voyageurs, et sa passion pour la montagne trouve un écho auprès d'une nouvelle génération d'alpinistes qui voient en elle l'exemple que les femmes peuvent grimper aussi bien que les hommes. Mais la principale leçon à tirer de son histoire n'a rien à voir avec les techniques d'escalade ou les photographies spectaculaires. C'est que les montagnes, malgré toute leur beauté, restent mortelles pour ceux qui perdent leur vigilance ou qui surestiment leur force. Et même l'alpiniste le plus expérimenté peut se retrouver sans défense face aux éléments s'il doit les affronter seul. Gigi Wu est parti en montagne le 11 janvier 2019 et n'est jamais revenu. Mais son esprit continue de vivre là, parmi les sommets de Taïwan, comme un rappel de la frontière ténue entre le courage et l'imprudence, entre la passion et l'obsession, entre la vie et la mort. Les montagnes de Taïwan restent aussi belles et dangereuses que Gigi Wu les connaissait. Chaque jour, de nouveaux voyageurs gravissent les sentiers qu'elle décrivait dans ses articles. Nombre d'entre eux ont entendu son histoire, celle d'une femme dont la vie symbolise à la fois les possibilités et les dangers de l'alpinisme moderne. L'histoire de Gigi Wu nous fait réfléchir à la manière dont notre rapport au risque a changé à l'ère numérique. Lorsque les sommets majestueux et les itinéraires dangereux ne sont plus qu'une toile de fond pour la parfaite photo Instagram, la frontière entre la véritable aventure et la recherche d'une reconnaissance virtuelle s'estompe. L'ironie est que GG, malgré son image de bikini mountaineer, était la vraie affaire. Quelqu'un pour qui les montagnes représentaient bien plus qu'une chance de prendre une photo spectaculaire. Ses descriptions détaillées de ses itinéraires, les déchets qu'elle ramassait sur les sentiers, l'aide qu'elle apportait à ses compagnons de route, tout cela témoigne d'un profond respect pour la nature qui échappe souvent à l'attention de ceux qui n'ont vu que ses photos en maillot de bain tape à l'œil. Depuis sa mort, un changement subtil mais important s'est produit dans la communauté des grimpeurs de Taïwan. Les voyageurs expérimentés ont commencé à parler davantage de l'importance de l'escalade en binôme et d'un équipement d'urgence complet. Certains clubs ont mis en place des formations supplémentaires à la survie en montagne et aux premiers secours. La tragédie de GI n'a pas conduit à des interdictions ou à des restrictions strictes, elle a plutôt été un catalyseur pour une approche plus informée du risque. Cela dit, les médias sociaux continuent de créer une vision déformée de la randonnée en montagne. Pour chaque post sur les dangers réels, il y a des dizaines de selfies triomphant sur les sommets, créant l'illusion de l'accessibilité et de la sécurité.
Les débutants, inspirés par ces images, se lancent parfois sur des itinéraires difficiles sans la formation, l'équipement ou les connaissances nécessaires. Gigi Wu n'était pas seulement une victime des médias sociaux, c'était une alpiniste expérimentée qui prenait des risques en connaissance de cause. Mais même son expérience sur 130 sommets n'a pu la protéger d'un concours de circonstances fatales, une chute, une blessure, le froid et la solitude. La principale leçon à tirer de son histoire est peut-être que la nature ne fait pas d'exception. Ni l'expérience, ni la célébrité, ni les photos parfaites sur les réseaux sociaux ne peuvent garantir la sécurité dans la nature. Les montagnes ne deviennent pas plus amicales simplement parce que nous les avons vues des milliers de fois sur de belles photos. À l'heure où les selfies extrêmes et les décès dus à des clichés spectaculaires font régulièrement la une de l'actualité, l'histoire de Gégé nous rappelle que derrière chaque tragédie de ce type se cache une personne réelle avec ses propres espoirs, ses propres craintes et ses propres rêves, et pas seulement une statistique ou une mise en garde. En fin de compte, toute personne qui s'aventure dans les montagnes doit trouver son propre équilibre entre courage et prudence, entre recherche de l'exploit et respect de ses propres limites. Où se situe la limite entre la bravoure et l'imprudence ? Cette question reste ouverte et la réponse est différente pour chacun. Gigi Wu a trouvé dans les montagnes la liberté, la guérison et, en fin de compte, le destin. Son histoire, tout comme les sentiers qu'elle a empruntés, se perpétue, rappelant la beauté et l'impitoyabilité du monde qui nous entoure, la frontière ténue entre le triomphe et la tragédie, et le fait que même à l'ère de la messagerie instantanée et de la connectivité mondiale, nous pouvons encore nous retrouver complètement seuls face à une nature sauvage qui ne pardonne pas les erreurs. C'est l'histoire de Gigi Wu, une femme qui a transformé une dispute ordinaire en un voyage unique, a gravi plus de 130 sommets et a laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'alpinisme. Pensez-vous que le choix de Gigi de continuer à randonner seule était un acte de courage ou de témérité ? Si les médias sociaux n'existaient pas, aurait-elle risqué sa vie aussi souvent ? Qu'est-ce qui est le plus important, vivre une vie longue et sûre, ou une vie courte mais pleine de passion et d'accomplissement ? Et qui a le droit de juger ce choix ? J'attends avec impatience vos réflexions dans les commentaires, que vous soyez d'accord avec moi ou non. Chaque opinion est précieuse et nous aide à mieux comprendre et à ajuster notre approche des histoires que nous racontons. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'ajouter un like et de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la décision la plus courageuse est parfois de savoir quand s'arrêter. Rendez-vous dans les prochains épisodes. Il existe une règle tacite dans l'alpinisme de haute altitude. À 7000 mètres d'altitude, vous n'êtes responsable que de vous-même. Votre partenaire est tombé et ne peut plus marcher, laissez-le derrière vous. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une question de survie. En août 2025, sur la montagne la plus meurtrière de l'ancienne Union soviétique, le pic Victory, un acte d'humanité a déclenché une réaction en chaîne qui a conduit à l'une des tragédies les plus dévastatrices de l'histoire de l'alpinisme moderne. Cette histoire ne parle pas de la conquête des montagnes. Elle parle du prix que l'on doit parfois payer pour refuser d'abandonner un ami en détresse. Natalia Nagovitsina travaillait à la Commission électorale centrale de Russie, où son univers se composait de colonnes de chiffres et du traitement informatique des données électorales. Ses collègues la considéraient comme un modèle de méthode et de fiabilité. Mais derrière cette façade calme se cachait une soif de quelque chose de complètement réel, quelque chose que le bureau climatisé et la réalité virtuelle des protocoles ne pouvaient lui offrir. À l'âge de 48 ans, elle s'est mise relativement tard à l'alpinisme, en 2016, alors que beaucoup de gens songent déjà à ralentir le rythme de leur vie. Pour Natalia, ce n'était pas un hobby, mais une façon de respirer. La même discipline avec laquelle elle vérifiait les données se manifestait désormais dans la planification des ascensions. Mais en montagne, les enjeux étaient différents. Ici, elle ne recherchait pas l'ordre, mais l'authenticité, dans le vent glacial, dans la douleur des muscles tendus, dans la clarté absolue de son objectif avec l'abîme en toile de fond. Si Natalia se lançait dans une tâche, elle allait jusqu'au bout. Ce trait de caractère, qui est devenu à la fois une bénédiction et une malédiction en montagne, l'a transformée d'une novice sur l'Elbrus en chef de file des expéditions les plus complexes en 9 ans. Elle avait déjà 4 sommets de plus de 7000 mètres à son actif. Le pic Lénine, le pic Korzenevskaya, le pic Ismoil Somoni et le Khan Tengri. Il ne lui restait plus que le dernier et le plus dangereux, le pic Victory.
Une montagne que les alpinistes qualifient ni plus ni moins de tueuse, où une personne sur 3 qui décide d'en escalader les parois glacées trouve la mort. L'histoire de Natalia est inextricablement liée à l'ascension du Khan Tengri, où, en août 2021, sa vie s'est scindée en un avant et un après. Elle escaladait le sommet avec son mari Sergueï lorsqu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral à 6900 mètres d'altitude. Le camp de base l'a exhorté à plusieurs reprises par radio à descendre, affirmant qu'il était impossible de l'aider et qu'elle devait se sauver. Cependant, Natalia a refusé de quitter son mari mourant et a passé la nuit avec lui par une température de moins 30 degrés. C'est cette tragédie qui lui a fait rencontrer l'alpiniste italien Luca Sinigaglia. Il grimpait seul, sans radio et sans connaître le russe, et les Nagovitsyne l'ont invité à se joindre à leur groupe pour l'ascension de la montagne. Lorsque le malheur a frappé, Luca et son partenaire Günther ont été les premiers à leur venir en aide. Il a aidé à descendre le corps de Sergueï et a soutenu Natalia pendant les heures les plus sombres. Après cette ascension, ils ont souvent communiqué et ont convenu de se retrouver sur un sommet quelque part dans le monde. Cette amitié, forgée par un chagrin partagé, les a liés pendant des années. En août 2025, Natalia se tenait au camp de base sud d'Inilchek, contemplant la paroi blanche qui disparaissait dans les nuages. Quelque part là-haut, à 7440 mètres d'altitude, l'accord final l'attendait pour obtenir le titre de Snow Leopard, léopard des neiges, un titre honorifique décerné aux alpinistes qui ont conquis les 5 sommets de plus de 7000 mètres de l'ancienne URSS. C'était un titre qu'ils avaient rêvé d'obtenir ensemble avec Sergueï. Cette ascension était plus qu'un simple objectif sportif. C'était l'accomplissement d'une promesse faite sur la tombe de son mari. Elle choisit une expédition commerciale organisée par Aksai Travel, payant environ 400 000 roubles pour la logistique complète. Le groupe était international, composé de 2 couples. Le partenaire de Natalia était Roman Mokrinsky, un alpiniste connu dans les cercles restreints pour ses calculs presque mathématiques. Homme d'action et non de parole, il faisait partie de ceux qui revenaient toujours des montagnes, car il ne laissait jamais les émotions prendre le pas sur la survie. Le deuxième duo était composé de Günther Sigmund, partenaire fiable et calme de Luca, et de Luca Sinigaglia lui-même, qui avait spécialement pris l'avion depuis l'Italie pour partager cette ascension avec Natalia. Le Pic Victory les accueillit sans ménagement. Les vents glacés du désert du Taklamakan, que les habitants appellent les 1000 démons, rendaient chaque pas difficile. La montagne gardait le souvenir de ses victimes. En 1955, 11 alpinistes kazakhs étaient morts ici, à 6900 mètres d'altitude, dans une tente, pris dans une tempête de neige. Depuis, les statistiques n'ont montré aucune amélioration. De tous les sommets de plus de 7000 mètres de l'ancienne URSS, le Pobeda est celui qui a coûté le plus de vies. Et Natalia le savait très bien. Le 12 août 2025, un groupe de 4 alpinistes s'est lancé à l'assaut. Ils devaient parcourir 15 km à travers le glacier Zvezdochka pour atteindre le premier campement en haute altitude, une randonnée épuisante que beaucoup considèrent comme la partie la plus difficile de tout le parcours. Ils devaient repartir tôt le matin, avant que les avalanches de la face nord ne commencent à balayer tout sur leur passage. La journée était relativement calme pour le mont Pobeda. Le vent soufflait à seulement 50 km à l'heure et la température restait autour de moins 15 degrés. Pour une montagne réputée comme la plus froide de la planète, ces conditions étaient presque celles d'une station balnéaire. Le groupe avançait avec assurance, mais les cordées suivaient des rythmes différents. Luca et Günther échangeaient constamment des phrases, leur communication était animée et détendue. Natalia et Roman, au contraire, avancèrent dans un silence presque complet, seulement rompu par le crissement de la neige et de brefs ordres professionnels. C'était l'union de 2 solitaires concentrés sur un seul objectif. Passant de camp en camp, ils grimpaient de plus en plus haut. À 5300 mètres d'altitude, ils ont installé leur 2e camp, puis leur 3e à 5700 mètres. Chaque mètre de l'ascension devenait de plus en plus complexe, mais c'était une lutte familière, presque méditative, pour ces alpinistes expérimentés. À 6900 mètres d'altitude, où l'air est 2 fois moins dense que la normale, Luca Sinigaglia s'est senti mal. Maux de tête, nausées, faiblesse dans les jambes. Pour un alpiniste expérimenté, c'était un signal d'alarme. Il a pris la seule bonne décision, s'arrêter. Lorsqu'il en a informé le groupe, Natalia l'a immédiatement soutenu. « Prends soin de toi, mon ami, la montagne attendra. » Le souvenir de la tragédie qui avait frappé son mari à la même altitude lui serra le cœur.
Il s'abrita dans une grotte de neige creusée par des expéditions précédentes pour attendre la fin de la tempête et évaluer son état. Son partenaire Günther Sigmund, ayant reçu l'assurance de Lucas qu'il se reposerait simplement avant d'entamer la descente, poursuivit l'ascension seul et atteignit le sommet. Lorsque l'Allemand redescendit, il trouva Lucas complètement épuisé. Ensemble, ils ont entamé la lente descente vers le camp d'assaut. La montagne avait lancé son premier avertissement, mais une seule personne l'avait entendu. Natalia et Roman ont poursuivi leur ascension. Le 6e camp, situé à 7100 mètres d'altitude, se trouvait dans un petit creux, une dépression enneigée qui offrait au moins une certaine protection contre le vent. C'est là que l'alpiniste Mikhail Ischoutin est mort il y a plusieurs années. Son corps n'a jamais été retrouvé. Cet endroit semblait avertir. Au-delà de ce point se trouve un territoire d'où il n'y a pas de retour. La dernière ascension vers le sommet a pris plus de 7 heures. La crête de 4 km de long menant au sommet exigeait une concentration extrême. Des deux côtés se trouvaient des précipices de 2 km de profondeur. À certains endroits, le sentier faisait moins d'un demi-mètre de large. À une telle altitude, le cerveau fonctionne au ralenti et chaque décision est difficile à prendre. Roman a atteint le point culminant. On ne sait pas si Natalia a atteint le sommet. Mais tous deux ont fait demi-tour et ont entamé la partie la plus dangereuse de toute ascension, la descente. La catastrophe s'est produite vers 14 heures, à une altitude de 7150 mètres. Le soleil se couchait déjà à l'ouest, allongeant les ombres sur le glacier. La crête sous leurs pieds s'était transformée en patinoire. Le firn, un type de neige particulier, compressé par le vent jusqu'à atteindre la dureté du béton et poli jusqu'à briller comme un miroir, ne pardonnait aucune erreur. Roman était en tête, Natalia l'assurait derrière lui. À une telle altitude, le corps fonctionne à ses limites. Un simple pas nécessite 3, 4 ou 5 respirations. Le cerveau, qui ne reçoit qu'un tiers de l'oxygène dont il a besoin, a du mal à contrôler les mouvements. Et c'est à ce moment de fatigue et de privation d'oxygène que la montagne a frappé. Ce n'était pas une chaussure qui avait glissé ou une erreur de mouvement. C'était la montagne elle-même. La corniche de neige sous les pieds de Roman, qui semblait faire partie intégrante de la crête, s'est effondrée dans un craquement sourd et guttural. Il a disparu en un instant. La corde qui le reliait à Natalia s'est tendue comme la corde d'une catapulte. La secousse n'était pas seulement violente, elle était absolue, l'arrachant à la réalité. Natalia était en plein mouvement, son poids déplacé sur une jambe, celle-là même qui avait été blessée lors d'une chute de pierre en mai. Elle n'a pas eu la fraction de seconde nécessaire pour mettre en pratique ses années d'entraînement. La physique était implacable. Une force imparable l'arracha de la crête, la fit tournoyer et projeta son pied avec une force monstrueuse contre les arêtes acérées comme des lames. Le craquement assourdissant de son propre os à une telle hauteur lui sembla être le son le plus fort de l'univers. Une douleur aiguë et insupportable lui transperça tout le corps. Une fracture ouverte du tibia en haute altitude équivaut à une condamnation à mort. Elle ne pouvait plus s'appuyer sur sa jambe et était incapable de faire un seul pas par elle-même. Roman agit avec détermination, sans paniquer. Il prit une ampoule d'analgésique dans la trousse de premier secours et lui fit une injection. Il lui posa une attelle fabriquée à partir d'un piolet et l'enveloppa d'un bandage élastique. Chaque mouvement causait à Natalia une douleur insupportable, mais elle serra les dents et la supporta. Roman la traîna sur 50 mètres jusqu'à une niche rocheuse connue sous le nom de « rocher de l'oiseau ». Elle offrait une protection relative contre le vent, mais rien de plus. Il devait maintenant faire un choix. Les mathématiques de la haute altitude sont impitoyables. 2 personnes ne peuvent pas descendre une crête glacée avec une jambe cassée. Tenter de le faire signifierait une mort certaine pour les deux. Rester sur place signifiait également la mort, mais plus lente. La seule chance était de descendre pour chercher de l'aide. À 7000 mètres d'altitude, la moralité cède la place à la survie. Ce n'était ni de la lâcheté ni de la trahison. C'était la seule décision qui donnait à Natalia la moindre chance de s'en sortir. Roman disposa tout ce qu'il pouvait à côté d'elle, les analgésiques restants, les barres énergétiques et une gourde d'eau. Il n'y avait ni tente, ni sac de couchage, seulement une couverture de survie. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, seulement une détermination sombre et pesante. Il se figea un instant comme s'il attendait quelque chose, des reproches, des insultes, n'importe quel signe. Mais elle, surmontant la douleur, se contenta d'acquiescer lentement mais fermement. Une seule fois. Cela suffisait. Natalia le laissa partir, acceptant son destin et le soulageant d'une partie de son insupportable fardeau de culpabilité.
Roman se retourna brusquement et, sans se retourner, commença sa descente. Natalia resta seule sous le rocher en surplomb, où gisaient déjà plusieurs corps de ceux que la montagne n'avait pas encore lâchés. La température commençait à baisser. Elle regarda sa silhouette devenir de plus en plus petite, jusqu'à disparaître complètement dans la brume blanche. Désormais, sa vie dépendait de la rapidité des autres et de sa propre capacité à ne pas abandonner. Lorsque Roman Mokriński atteignit le camp d'assaut et rapporta ce qui s'était passé, la nouvelle se répandit comme un coup de tonnerre à la radio. Luca Sinigaglia, encore affaibli après sa maladie, apprit que Natalia était en difficulté. Pour lui, ce n'était pas seulement le rapport d'un alpiniste blessé, c'était une tragédie personnelle. C'était une amie qu'il avait sauvée autrefois sur le Khan Tengri. Sans attendre les sauveteurs officiels, Luca et Günther commencèrent à se préparer. Le 13 août, surmontant leur propre faiblesse, ils se mirent en route. Dans leur sac à dos, ils transportaient une tente, un sac de couchage, un réchaud à gaz avec une bouteille et des provisions pour 4 à 5 jours. À une telle altitude, chaque kilogramme de poids en pèse 10, mais ils continuèrent obstinément à monter. Le soir venu, ils atteignirent le rocher aux oiseaux. Natalia était vivante et consciente, mais son état se détériorait d'heure en heure. Ses amis ont rapidement monté la tente, l'ont aidée à se glisser dans son sac de couchage et ont fait fondre de la neige pour avoir de l'eau potable. Ils ont passé la nuit avec elle, mais au matin, il est devenu évident que leur propre force s'épuisait. Ils devaient redescendre pour chercher de l'aide. Avant de partir, Natalia les a serrés dans ses bras et leur a confié un message pour son fils. « Dites à Misha que maman est en retard, mais qu'elle reviendra à coup sûr. » En partant, Luca a pris sa radio. Dans la logique des opérations de sauvetage, cela se justifiait. Le coordinateur avait besoin d'un émetteur. Personne n'aurait pu imaginer à ce moment-là que cette mesure sensée s'avérerait fatale. En prenant la radio, Luca, sans le savoir, a privé Natalia de sa dernière voix, la laissant dans le silence absolu et assourdissant de la zone de la mort. La descente tourna au désastre. À environ 6800 mètres d'altitude, le groupe fut pris dans une tempête de neige. La visibilité tomba à quelques mètres et le vent les renversa. Ils creusèrent une grotte dans la neige et décidèrent d'attendre que la tempête passe. Mais le corps de Luca, déjà affaibli par sa maladie précédente et l'ascension vers Natalia, commença à défaillir. Les symptômes se sont rapidement développés. D'abord, ses maux de tête se sont intensifiés, puis il est devenu confus. Luca a commencé à parler de manière incohérente et ne reconnaissait plus ses compagnons. Ils ont contacté le médecin du camp de base par radio et lui ont décrit les symptômes. Le diagnostic ressemblait à une condamnation à mort, œdème cérébral de haute altitude. À une telle altitude, cela ne signifiait qu'une seule chose, ils devaient descendre immédiatement. Mais Luca ne pouvait plus marcher seul. Le 15 août, vers 6 heures du soir, le cauchemar absolu a commencé. En termes médicaux, on parle alors de phase terminale. La conscience de Luca s'est complètement obscurcie. En proie à une douleur atroce, il a essayé d'arracher ses vêtements, s'est cogné contre les parois de la grotte et a tenté à plusieurs reprises de se jeter à l'extérieur. Günther et Roman ont utilisé leur dernière force pour retenir le corps de celui qui avait autrefois été leur ami. Dans l'espace exigu de la grotte, accompagné par le vent hurlant, les cris incohérents de Luca et les bruits sourds de son corps contre les parois glacées se sont fondus en une bande sonore d'horreur pure. Pour Günther, cette nuit restera à jamais gravée dans sa mémoire. Le matin du 16 août, le cœur de Luca s'est arrêté. L'homme qui ne pouvait pas abandonner son ami en difficulté a payé le prix ultime pour sa loyauté. Günther et Roman, eux-mêmes au bord de l'épuisement physique et mental, n'ont pu descendre le corps qu'à mi-chemin, mais n'ont pas eu la force de le ramener au camp de base. Luca est resté dans la grotte de neige à flanc de montagne qui lui a coûté la vie. Alors que la tragédie personnelle d'un petit groupe d'alpinistes se déroulait, une opération de sauvetage à grande échelle commençait dans la vallée. Cependant, le mois d'août 2025 s'est avéré catastrophique pour toute la région. Le ministère kirghize des situations d'urgence a travaillé à plein régime. 62 alpinistes ont dû être évacués de différentes parties des glaciers sud et nord d'Inilchek. Au cours de ces mêmes jours, les sauveteurs ont évacué des alpinistes britanniques, chinois, kazakhs et russes. Le 16 août, le russe Alexei Ermakov est mort sur le Khan Tengri. Une autre victime, une autre évacuation. Dimitri Grekov, chef du camp de base, n'a pas caché son pessimisme. Il n'est pas nécessaire de la rechercher, nous savons où elle se trouve. Il est tout simplement impossible de s'y rendre. Personne n'a jamais été secouru à cet endroit dans toute l'histoire de l'alpinisme.
Il est impossible de la descendre manuellement. Ce n'étaient pas des paroles en l'air. Une évacuation terrestre à partir d'une altitude de 7150 mètres nécessiterait au moins 10 alpinistes expérimentés, 5 à 6 jours pour l'ascension et autant pour la descente. Et cela dans des conditions météorologiques idéales. Mais le temps n'était pas parfait. Le 16 août, les autorités ont pris une mesure désespérée. Le ministère de la Défense a fourni un hélicoptère Mi-8 avec un équipage composé des meilleurs pilotes. À bord se trouvait le principal espoir du camp, un groupe de 6 sauveteurs dirigé par Vitali Akimov. C'était une légende de l'équipe de sauvetage locale, une figure mythique qui avait personnellement sauvé des dizaines d'alpinistes de ces glaciers et qui, comme on le disait en plaisantant dans la vallée, savait négocier avec la montagne. Le plan était risqué. Voler aussi près que possible du lieu de la tragédie, déposer le groupe d'Akimov et évacuer les victimes. Mais ce jour-là, le Victory Peak n'était pas disposé à faire de compromis. En s'approchant de la pente, l'hélicoptère est entré dans une zone de turbulence violente. Les courants d'air qui se détachent des parois glacées créent des pièges invisibles pour les aéronefs. L'appareil a été pris dans ces turbulences et violemment projeté contre la pente. L'atterrissage brutal à 4600 mètres d'altitude a transformé les sauveteurs en victimes. Le pilote a subi une fracture par compression de la colonne vertébrale, tandis qu'Akimov, l'homme qui était censé être le sauveteur, et d'autres membres de son équipe ont souffert de luxations et de contusions. Au lieu de sauver Natalia, il fallait désormais évacuer l'équipage de l'hélicoptère accidenté. Alors que les sauveteurs officiels étaient occupés à évacuer leur propre hélicoptère accidenté, la tragédie du Victory Peak faisait déjà la une des journaux sur Internet. La nouvelle de l'impuissance des services de secours a bouleversé la communauté des alpinistes. Un appel a été lancé sur l'un des forums internationaux. En quelques heures, des passionnés ont collecté des fonds et trouvé à Bichkek un opérateur disposant d'un puissant drone industriel capable de fonctionner en altitude. Le 17 août, cette petite opération de sauvetage citoyenne a apporté une dernière lueur d'espoir. Le drone a pu voler jusqu'à la tente de Natalia et ce que les opérateurs ont vu leur a glacé le sang. Une silhouette est apparue de la tente, déchirée par le vent. Natalia était vivante. Voyant l'appareil bourdonnant, elle s'est assise et a commencé à agiter la main, d'abord de haut en bas, puis en cercle. Ces images se sont instantanément répandues sur Internet. Des millions de personnes à travers le monde ont vu une femme agiter de toutes ses forces la main vers un oiseau mécanique à une altitude où aucun être humain ne devrait se trouver. Certains ont interprété ces mouvements circulaires comme un signe que tout allait bien, tandis que d'autres y ont vu un adieu. Mais tout le monde a compris, c'était le dernier salut depuis la zone mortelle. Le 19 août, le drone a de nouveau décollé. Le tableau avait radicalement changé. Les vents violents avaient complètement déchiré la tente. À l'intérieur, dans un sac de couchage, gisait une silhouette immobile. Impossible de dire si elle dormait, si elle était dans le coma à cause de l'hypothermie ou si elle était déjà morte. Les provisions laissées par ses amis avaient disparu. Le gaz du réchaud était épuisé. À une telle altitude, avec une fracture ouverte, sans abri ni chaleur, le corps humain ne peut pas résister longtemps. Le 19 août, 8 alpinistes sauveteurs ont tenté une dernière tentative. Mais la montagne semblait protéger sa proie. La neige fraîchement tombée atteignait la taille et chaque pas exigeait un effort herculéen. Le vent soufflait à 100 km à l'heure. À 6100 mètres d'altitude, le groupe a été contraint de s'arrêter. Vitali Akimov, malgré une blessure au dos subie lors de l'accident d'hélicoptère, a personnellement dirigé cette tentative. Mais son ancienne blessure s'est fait sentir et il a commencé à ressentir une douleur insupportable. Grekov a évalué la situation et a pris la seule décision possible. J'ai ordonné à tout le groupe de faire demi-tour et de descendre. Continuer aurait signifié ajouter à la liste des victimes. Le 21 août, les premiers rapports non officiels ont commencé à arriver au camp de base, annonçant la mort de Natalia. Le 23 août, le ministère kirghize des situations d'urgence a officiellement annoncé la fin des opérations de sauvetage. La déclaration disait « Les conditions météorologiques ne permettent pas de poursuivre les recherches cette année ». Le 27 août, une caméra thermique militaire montée sur un drone n'a détecté aucun signe de chaleur dans la zone de l'attente. Le 2 septembre, la blogueuse Victoria Bonia a lancé son drone pour un dernier test. La tente était complètement recouverte de neige. Il n'y avait aucun mouvement. Le 3 septembre, la Fédération kirghize d'alpinisme a officiellement déclaré Natalia Nagovitsina décédée. La montagne avait fait des ravages. Natalia et Lucas sont restés à jamais sur les pentes du pic, Pobeda,
dans le même creux enneigé où reposait déjà Mikhail Ishutin. L'évacuation des corps a été jugée impossible jusqu'à l'année suivante, et probablement pour toujours. Lorsque les moteurs de l'hélicoptère se sont tus et que les radios se sont éteintes, la tragédie du pic Pobeda a pris une nouvelle tournure inattendue. L'opération de sauvetage à grande échelle, qui a duré plus d'une semaine, a coûté une somme astronomique. Les 2 vols de l'hélicoptère Mi-8, y compris celui qui s'est écrasé, ont coûté environ 30 000 $. Le travail des équipes de sauvetage au sol, l'utilisation de drones et l'assistance médicale aux victimes ont coûté 30 000 $ supplémentaires. Le coût total s'élevait à environ 60 000 $. La police d'assurance de Natalia, souscrite auprès d'Axai Travel, couvrait les risques standards liés à l'alpinisme en haute altitude, soit 35 000 $. La compagnie d'assurance a versé cette somme sans délai. Cependant, une différence de 25 000 $ restait en suspens dans un vide juridique. Selon les lois du Kirghizistan et de la Russie, les dettes sont héritées en même temps que les biens. Le seul héritier de Natalia était son fils Mikhail, un homme de 27 ans qui avait déjà perdu son père 4 ans auparavant. À présent, en plus de son chagrin personnel, il était confronté à la perspective d'un asservissement financier. Accepter l'héritage signifiait prendre en charge la dette. Refuser signifiait perdre tout ce que sa mère lui avait laissé, y compris l'appartement à Moscou. Le ministère kirghize des situations d'urgence n'a pas officiellement présenté la facture à la famille. Nous ne nous précipitons pas, nous comprenons le chagrin des proches, ont déclaré les responsables. Cependant, la dette était documentée et, tôt ou tard, la question devait être résolue. Aksai Travel a tenté de contester une partie des frais d'hélicoptère, affirmant que le vol avait été organisé sans son consentement, mais a perdu. Les avocats ont conseillé à Mikhail d'attendre. Selon la loi, sans la découverte d'un corps, Natalia serait considérée comme disparue pendant encore 5 ans. La tragédie du Victory Peak a divisé l'opinion publique. Les réseaux sociaux sont devenus le théâtre d'un débat acharné, certains considérant Natalia comme une héroïne qui s'est battue jusqu'au bout pour réaliser son rêve, tandis que d'autres l'accusaient d'imprudence et d'égoïsme. Ses détracteurs lui reprochèrent d'avoir pris un risque mortel à son âge, laissant son fils adulte seul après la perte récente de son père. Ses opposants s'y opposaient farouchement, arguant que Natalia avait vécu une vie réelle et pleine, contrairement à ses détracteurs qui se contentaient d'exister dans une routine grise. La Fédération russe d'alpinisme a adopté une position officielle modérée. Dans ses déclarations, elle l'a qualifiée de grimpeuse expérimentée et a décrit ce qui s'était passé comme une tragique coïncidence. Cependant, derrière ces formulations neutres, les experts ont vu des conclusions évidentes. L'équipe n'était pas bien coordonnée, la décision de partir sans guide était controversée et une ancienne blessure à la jambe aurait dû être une raison suffisante pour abandonner l'ascension. Cependant, les discussions les plus animées ont porté sur les actions de Roman Mokrinsky. Pour certains, il est devenu un traître qui a abandonné sa partenaire à la mort. Pour d'autres, c'était un pragmatique qui a fait le seul choix possible pour survivre et aller chercher de l'aide. Roman lui-même a refusé de faire tout commentaire. Ceux qui le connaissaient ont déclaré qu'il était revenu de la montagne complètement transformé. La vidéo prise par un drone montrant Natalia agitant la main a été vue des millions de fois et a déclenché une vague de colère publique à l'encontre des sauveteurs. Des milliers de personnes qui ne comprenaient pas les réalités de la haute altitude ont posé la même question dans les commentaires. Comment ont-ils pu ne pas la sauver alors que tout le monde pouvait voir qu'elle était en vie ? Toute tentative d'expliquer l'impossibilité technique d'une évacuation à 7150 mètres d'altitude a été noyée sous un torrent d'émotions et d'accusations. Le Parlement kirghize a commencé à discuter de nouvelles règles pour les alpinistes. Il a été proposé de rendre obligatoire des permis spéciaux pour les ascensions au-dessus de 6000 mètres, d'augmenter les montants des assurances et de renforcer les exigences relatives à la composition des groupes. Mais tout le monde comprenait, les montagnes ne reconnaissent pas les lois humaines. En Italie, la famille de Luca Sinigaglia a installé une plaque commémorative dans son club d'alpinisme natal à Milan. L'inscription disait « I canali conciseta » à Luca Sinigaglia, l'alpiniste qui ne pouvait pas abandonner ses amis. Sa sœur Patricia n'a pas blâmé Natalia. Luca a pris cette décision lui-même. Il ne pouvait pas faire autrement. C'était son choix, le choix d'un véritable ami. Le fils de Natalia, Mikhail, a prévu une expédition pour 2026. Non pas pour escalader, mais pour installer une plaque commémorative. Tout comme sa mère avait autrefois installé une plaque pour son père sur le Khan Tengri, la boucle était bouclée.
Les experts ont estimé à 40% les chances de retrouver et d'évacuer les corps. Tout dépendait de la météo et du financement. L'Italie et la Russie ont promis leur aide. Dans le milieu de l'alpinisme, l'histoire de Natalia Nagovitsina et Luca Sinigaglia est désormais racontée comme une parabole. Elle parle du prix de la loyauté. Elle parle du conflit entre les règles de survie en montagne et l'humanité. Et elle parle du choix que chacun fait. Le pic Victory continue de se dresser à la frontière entre le Kirghizistan et la Chine, indifférent aux tragédies humaines. Les vents du désert du Taklamakan continuent de polir ses pentes jusqu'à leur donner un éclat miroitant. Dans un creux enneigé à 7150 mètres d'altitude reposent ceux qui ont payé le prix ultime pour avoir tenté de toucher le ciel. L'histoire de Natalia Nagovitsina nous invite à réfléchir sur la nature de l'ambition humaine. Qu'est-ce qui pousse les gens à retourner sans cesse dans un endroit où les chances de mourir sont de 30%? Il n'y a pas de réponse simple. C'est peut-être parce que certaines personnes ne peuvent pas vivre sans défi. Probablement, dans les montagnes, elles trouvent quelque chose qui manque dans la vie ordinaire, la clarté ultime de l'existence où chaque décision a une valeur absolue. Natalia connaissait les statistiques. Elle savait que la tragédie de 1955 avait coûté la vie à 11 personnes dans une tente située non loin de son dernier lieu de repos. Elle savait que personne n'avait jamais été évacué vivant d'une altitude de 7000 mètres sur cette montagne. Et pourtant, elle y est allée parce qu'elle l'avait promis à son mari, parce que c'était le dernier sommet avant le titre convoité de Snow Leopard, parce qu'elle ne savait pas comment s'arrêter à mi-chemin. Son histoire n'est pas un guide d'action ni un avertissement, c'est simplement une histoire sur le choix, sur la façon dont, à un moment critique, une personne choisit entre la survie physique et la fidélité à soi-même. Roman Mokrinsky a choisi la vie et portera le poids de cette décision pour le reste de ses jours. Luca Sinigaglia a choisi la loyauté et est resté à jamais sur la montagne. Natalia a choisi son rêve et l'a payé de tout ce qu'elle avait. Dans un monde où le succès se mesure en chiffres et en réalisations, il est facile d'oublier une vérité simple. Certains sommets ne sont pas faits pour les humains. Mais tant que les gens seront prêts à défier cette vérité, les tragédies en haute altitude continueront de se produire. Et chacune d'entre elles nous rappellera la fragilité de la vie humaine et la grandeur de l'esprit humain. Les montagnes ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles existent. Et elles attendent que les prochains viennent tester les limites du possible. En mai 2006, un incroyable drame de survie s'est déroulé sur l'Everest. La montagne, qui sert de cimetière glacé à plus de 200 alpinistes, s'apprêtait à faire une nouvelle victime. Lincoln Hall, un vétéran de 50 ans, est revenu pour terminer ce qu'il avait commencé il y a 22 ans. Il s'est retrouvé pris au piège à une altitude de 8600 mètres, dans la zone de la mort, où chaque minute sans oxygène tue irrémédiablement des cellules cérébrales. Lorsque son équipe a perdu tout espoir de le secourir, l'histoire de Lincoln aurait dû s'arrêter là. Mais ce qui se passera le lendemain matin remettra en question tout ce que nous savons sur les limites des capacités humaines. Et l'opération de sauvetage restera à jamais dans l'histoire comme un exemple de l'héroïsme le plus extraordinaire et du choix moral le plus déchirant au sommet du monde. Au centre de cette tempête se trouvait un homme qui était plus qu'un simple alpiniste. Lincoln Hall avait 50 ans. Dans sa vie quotidienne, il était écrivain, philanthrope et bouddhiste pratiquant. Son lien avec l'Himalaya n'était pas seulement sportif, il était spirituel. Il était l'un des fondateurs de l'Australian Himalayan Foundation et avait consacré des années de sa vie à améliorer l'éducation et les soins de santé dans les villages népalais isolés. Il était le père de 2 fils, Dylan et Dorje. Le prénom de son plus jeune fils, Dorje, était un hommage au peuple Sherpa, qu'il respectait profondément. Mais derrière l'image de cet intellectuel calme se cachait une obsession. En 1984, dans le cadre de la première expédition australienne, Hall a ouvert une nouvelle voie audacieuse sur la face nord. Ils l'ont appelée la White Limbo Route, une chute de glace verticale connue sous le nom de Great Couloir. C'était de l'alpinisme pur, sans oxygène, à la limite des capacités humaines. Il n'était qu'à 450 mètres du sommet lorsque son corps a commencé à faiblir.
Il a reconnu les symptômes de l'œdème cérébral de haute altitude, un ennemi qui tue les alpinistes de l'intérieur, et a pris la décision sage mais douloureuse de faire demi-tour. Il a ensuite décrit cet échec dans son livre « White Limbo ». Ce revers est devenu une ombre noire qui, selon ses propres termes, a empoisonné son âme. Il a vécu avec ce fantôme pendant 22 ans. La décision de revenir a été prise lorsqu'il avait 50 ans. Ce fut une conversation difficile avec sa femme, Barbara, et ses fils adolescents. Il l'a expliqué comme étant sa dernière chance de mettre fin à ce qui l'avait hanté pendant la moitié de sa vie. La famille avait des sentiments mitigés à ce sujet. Il le soutenait, comprenant cette passion comme faisant partie de sa personnalité, mais Barbara ne cachait pas son inquiétude quant au risque, à son âge et aux enfants qui l'attendaient à la maison. Malgré les enjeux, les préparatifs de l'expédition ont été précipités, selon ses amis. Il n'a passé que quelques semaines à s'entraîner, principalement en courant et en faisant du conditionnement physique général. Les années avaient affaibli son corps. Cette fois-ci, Lincoln s'est consciemment appuyé non pas sur son endurance de jeunesse qui appartenait au passé, mais sur sa riche expérience. Il a remplacé la force physique par la force mentale et ses pratiques de respiration profonde bouddhiste. Il était convaincu que c'était son esprit et non son corps qui le mènerait au sommet. Fort de cette confiance, Lincoln est arrivé au Tibet. L'expédition de 2006 n'avait rien à voir avec celle, risquée, de 1984. Cette fois-ci, il a fait confiance au puissant 7 Summits Club. Son dirigeant, Alexander Abramov, était réputé pour avoir organisé certaines des expéditions les plus ambitieuses et les mieux équipées sur la montagne. Il s'agissait d'une opération commerciale de premier ordre qui garantissait la sécurité. Les meilleurs Sherpas entouraient Lincoln, les réserves d'oxygène étaient illimitées et toute la logistique avait été préparée dans les moindres détails. De plus, son ami proche Mike Dillon l'attendait au camp de base. Dillon était un réalisateur de documentaires professionnel et était venu tourner un film sur le retour de son ami au sommet. Tout ce système, conçu pour réussir, semblait infaillible. Mais le 22 mai, 3 jours avant l'ascension prévue par Lincoln, l'illusion de sécurité s'est effondrée. Thomas Weber, un alpiniste allemand de leur propre équipe, s'est effondré à une altitude de 8350 mètres. Un œdème de haute altitude l'a tué en quelques heures. La montagne leur a rappelé qu'aucune logistique ne pouvait garantir la survie dans la zone de la mort. À 2 heures du matin, le 25 mai 2006, un groupe d'alpinistes sortit de ses tentes au camp 4, à une altitude de 8330 mètres dans l'obscurité glaciale. La température était tombée à 30 degrés. À cette altitude, le vent ne soufflait pas simplement, il rugissait comme un réacteur, couvrant toute pensée. Les seuls sons dans l'air raréfié étaient le sifflement mécanique des régulateurs d'oxygène et le craquement sec et désespéré des crampons sur la neige gelée. Dans cette chaîne de lampes frontales faibles qui progressaient lentement vers le sommet, se trouvait Lincoln Hall. Il se trouvait dans le tunnel de son obsession depuis 22 ans. L'adrénaline et le flux d'oxygène pur avaient complètement submergé la fatigue, l'âge et la peur. Mais l'atmosphère au sein de l'équipe du 7 Summits Club était oppressante. Les Sherpas, y compris le guide personnel de Lincoln, Dorje, étaient sombres et taciturnes. Ils échangeaient de brèves phrases dans leur langue, évitant de lever les yeux vers la pente. La raison était simple et terrifiante. 3 jours plus tôt, le 22 mai, leur coéquipier Thomas Weber avait commencé son ascension depuis le même camp 4. À une altitude de 8380 mètres, l'alpiniste allemand s'était soudainement effondré. Un œdème cérébral de haute altitude l'avait tué en quelques heures. Son corps gisait toujours sur la pente, sur la route même que l'équipe de Lincoln était en train de suivre. Avant de partir, Dorje brûla un bouquet de branches de genévrier à l'entrée de la tente et récita une prière bouddhiste, un rituel protecteur pratiqué par les Sherpas avant les ascensions périlleuses. La fumée se répandit sur la glace, portant les prières aux esprits de la montagne. Ce n'était pas seulement un rituel, c'était la reconnaissance que la montagne avait déjà pris une vie et pourrait en prendre une autre. Lincoln avait déjà vu ce rituel, mais il n'en comprenait pas la véritable signification. Il était totalement concentré sur le sommet, sur son obsession depuis 22 ans. Peut-être ne connaissait-il pas tous les détails de la mort de Weber. Peut-être s'interdisait-il délibérément d'y penser. L'équipe avait déjà perdu une personne. Cette pensée pesait lourdement dans l'air, mais Lincoln, pas à pas, avançait vers son triomphe. Après 7 heures d'ascension éprouvante, à 9 heures du matin, Lincoln Hall atteignit le sommet de l'Everest.
À cette altitude, 8848 mètres, la courbure de la Terre était visible à l'œil nu et le ciel au-dessus était violet foncé. Il se sentit envahi par une énergie qu'il croyait avoir perdue depuis longtemps. Il avait réussi. Le poids de plusieurs décennies qui pesait sur ses épaules était enfin levé. Il déploya le drapeau australien. Les Sherpas prirent plusieurs photos. Il sortit son téléphone satellite et composa le numéro de Mike Dillon au camp de base. Sa voix était calme et posée. Il lui annonça qu'il était au sommet. Mike le félicita, mais la chaleur de sa voix était mêlée d'inquiétude. Il pouvait entendre non seulement la joie dans la voix de Lincoln, mais aussi une fatigue profonde et extrême. Il rappela à Lincoln un vieil adage d'alpiniste. « N'oublie pas, mon pote, tu n'es qu'à mi-chemin. » Pour Lincoln, c'était le sommet de sa vie, mais les heures les plus dangereuses étaient encore à venir. Le désastre commença presque dès que Lincoln entama sa descente. Le manque d'oxygène que son cerveau avait ignoré pendant l'ascension le frappa de plein fouet. Sherpa Dorji, qui marchait derrière lui, fut le premier à remarquer que quelque chose n'allait pas. Le regard de Lincoln devint vitreux. Ses pas devinrent instables et lourds, comme ceux d'un homme marchant dans du sable profond. C'était le premier signe d'un œdème cérébral de haute altitude. L'ennemi que Lincoln avait sagement fui en 1984 l'avait maintenant rattrapé. Et cette fois, il ne reculait pas. La conscience de Lincoln commença à se désintégrer. Il sentait ses poumons brûler et ses muscles s'engourdir. Il marmonnait des mots incohérents. Il croyait voir les lumières du village ou flotter dans un bateau sur la mer. Il commença à résister activement à toute aide. À un moment donné, il arracha son masque à oxygène en criant qu'il n'en avait pas besoin et qu'il l'étouffait. Les Sherpas tentèrent avec horreur de le lui remettre, mais Lincoln les repoussa. Il essaya de s'éloigner du sentier, vers ses lumières, et Dorje dut le traîner physiquement loin du bord du précipice. Ce fut le début de 9 heures d'agonie. 3 Sherpas, Dorji, Lakcha et Dawa Tenzing se sont retrouvés piégés à une altitude de 8600 mètres avec un homme mourant qui pesait 80 kilos et luttait activement contre son propre sauvetage. La deuxième étape les attendait. Il s'agit d'une paroi rocheuse de 40 mètres, presque verticale. Il est difficile à escalader. Descendre un corps incapable et qui résiste est pratiquement impossible. Il leur a fallu 4 heures pour traîner Lincoln à travers cette section. 4 heures de lutte désespérée à la limite de leur force, dans l'endroit le plus hostile de la planète. Ils ont fixé des cordes, l'ont attaché et ont essayé de le descendre comme une cargaison. Mais Lincoln, délirant, s'accrochait aux rochers, son corps se débattant contre les pierres. Les mains des Sherpas brûlaient à cause du frottement des cordes, leur propre oxygène s'épuisant à chaque minute qui passait. Le vent se levait. Au milieu de cette lutte, un autre désastre s'est produit. Lakcha a soudainement gémi et a commencé à se frotter les yeux. Plus tôt dans la matinée, pendant l'ascension vers le sommet, le verre de ses lunettes de protection s'était fissuré après avoir été heurté par un piolet. Il colmata la fissure avec du ruban isolant et continua à grimper, incapable de s'arrêter. Mais à travers la fissure de ses lunettes, son œil gauche avait été exposé pendant 7 heures aux rayons ultraviolets directs qui, à une altitude de 7990 mètres, sont 5 fois plus intenses qu'au sol. Au début, il ressentit une légère sensation de brûlure, qu'il ignora. Mais après 9 heures d'ascension, la douleur était devenue insupportable. La cécité des neiges, une brûlure de la cornée causée par les rayons ultraviolets, s'était installée avec toute sa force. Les paupières de Lakshi étaient enflées et des larmes coulaient de ses yeux, gelant instantanément sur ses cils. La vision de son œil gauche était devenue rouge et floue. Il pouvait encore voir quelque chose avec son œil droit, mais chaque fois qu'il essayait d'ouvrir les yeux, il avait l'impression d'avoir du verre brisé sous les paupières. « Je ne vois presque plus rien », a-t-il murmuré à Dorji. Ils avaient désormais 2 alpinistes hors d'état de nuire. Des rapports fragmentaires et désespérés provenant des Sherpas ont été transmis par radio au camp de base. Le chef de l'expédition, Alexander Abramov, les a écoutés. Il se trouvait dans une situation insupportable. Il avait déjà perdu un client, Thomas Weber. À présent, sur la même pente, un deuxième était en train de mourir. Et avec lui, 3 Sherpas risquaient de mourir. Il ne s'agissait pas d'une simple communication radio, mais d'une série de négociations angoissantes qui durèrent des heures. En écoutant cela à l'ABC, Abramov comprit que la situation était hors de contrôle. À 19 heures, après 9 heures d'efforts continus, la situation était devenue critique. Les Sherpas n'avaient de plus d'oxygène. L'équipe du 7 Summits Club disposait certes de réserves importantes, mais celles-ci se trouvaient au camp 4, d'où les Sherpas avaient commencé leur ascension.
Ils avaient emporté des bouteilles en se basant sur un programme standard, 7 heures d'ascension et 4 heures de descente. Les réserves étaient prévues pour 15 heures, mais les 9 heures de lutte avec Lincoln ont bouleversé tous les calculs. De plus, ils connectaient régulièrement le masque à Hall pour tenter de le ramener à la conscience, consommant ainsi 2 fois plus vite leur précieux oxygène. À 7 heures du soir, leurs bouteilles étaient vides et ils se trouvaient toujours à une altitude de 8590 mètres. Laksha était aveuglé. Lincoln Hall ne bougeait plus. Il gisait inconscient dans la neige, sa respiration à peine perceptible. La décision d'Abramov était impitoyable, pragmatique et, dans la logique de la zone de la mort, la seule qui soit correcte. Il donna l'ordre par radio. « Laissez-le. Sauvez vos vies. Descendez immédiatement. » Pour les Sherpas, c'était une condamnation à mort. Ils étaient épuisés, gelés et déprimés. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Le silence régnait, seulement rompu par le vent hurlant. Ils ont procédé au test final. Dorji s'est agenouillé et a retiré son gant épais, risquant de se geler les doigts. Il a essayé de sentir le pouls de Lincoln sous les couches de sa combinaison en duvet. Rien. Il a attendu, comptant silencieusement. 30 secondes, 1 minute. Rien. Laksha, plissant les yeux, a essayé de sentir son pouls au poignet. Rien non plus. Dorji se pencha pour essayer d'entendre sa respiration, mais à 8600 mètres d'altitude, avec le vent et son propre masque à oxygène, c'était inutile. Il braqua sa lampe torche sur les yeux de Lincoln. Ses pupilles étaient dilatées et immobiles. Il appuya sur le globe oculaire, le réflexe de douleur étant le dernier signe de vie. Aucune réaction. Le corps ne bougeait pas. Dorji savait que dans le froid extrême, une personne pouvait entrer dans un état similaire à l'animation suspendue, où le pouls est presque imperceptible. Il avait déjà vu cela une fois et l'alpiniste avait été sauvé. Mais à l'époque, ils avaient de l'oxygène, la lumière du jour et 2 heures pour atteindre le camp. Maintenant, il faisait nuit, il n'avait plus d'oxygène, Laksha était aveugle et il faudrait plusieurs heures pour descendre dans l'obscurité et atteindre le camp. Même si Lincoln était encore en vie, il ne pourrait ne pas le descendre. Ils mouraient tous les 4. Dorji Sherpa, dont Lincoln avait donné le nom à son plus jeune fils, se pencha sur le corps et murmura la prière bouddhiste « Om Mani Padme Hum ». Ce fut le moment le plus tragique de sa carrière. Ils retirèrent soigneusement le sac à dos et l'appareil photo de Lincoln. Dans la culture Sherpa, il existe une tradition qui consiste à remettre les derniers effets personnels du défunt à sa famille si le corps reste sur la montagne. Puis ils firent demi-tour, hissant Lakshu, épuisé et aveugle, sur leur dos et commencèrent la lente descente dans l'obscurité, laissant Lincoln Hall mourir. Au camp de base, Mike Dillon a entendu tout ce cauchemar à la radio. Il a éteint la radio et a pris son téléphone satellite. Il était environ 9 heures du soir. Les appels comme celui-ci, à cette heure de la nuit, n'apportent jamais de bonnes nouvelles. Il a passé l'appel le plus difficile de sa vie. À l'autre bout du fil, en Australie, Barbara Hall a décroché le téléphone. Mike lui a annoncé la terrible nouvelle. Lincoln Hall était officiellement mort. Au camp de base, Mike Dillon laissa tomber le téléphone satellite. La tente glaciale se transforma en un vide où le seul bruit était celui du vent qui hurlait dehors. Son meilleur ami, que Dillon connaissait depuis 20 ans, avec lequel il avait participé à l'expédition de 1984, venait de mourir sous ses yeux en direct à la radio. Il enterra en annonçant la terrible nouvelle à sa femme. Le choc a lentement laissé place à un vide glacial et pesant. À l'autre bout du monde, en Australie, Barbara Hall a raccroché le téléphone. Le monde s'est réduit au silence de la maison la nuit. Elle est entrée dans la chambre de ses fils, Dylan et Dorje. Elle devait leur dire que leur père ne rentrerait pas à la maison. L'aîné s'est mis à pleurer. Barbara ressentait non seulement du chagrin, mais aussi un vide glacial. L'homme qui avait été le centre de sa vie avait disparu sur une pente glacée à des milliers de kilomètres de chez elle. Épuisée par le chagrin, elle finit par sombrer dans un sommeil lourd et agité. Et cette nuit-là, elle fit un rêve. Il était incroyablement vivant et réel. Elle vit Lincoln marcher vers elle. Il était seul, il avait l'air fatigué, mais il marchait et souriait largement et joyeusement. À ce moment précis, à une altitude de 8600 mètres, dans l'obscurité et le silence absolu, le corps de Lincoln Hall reprit vie. Il ouvrit les yeux. Il reprit conscience complètement désorienté. Son corps gisait sur la neige, dans une solitude absolue. Sa première pensée fut « Où sont les Sherpas ?» Mais son cerveau, encore sous l'emprise de l'œdème, reconstitua peu à peu le tableau.
Il se souvint de sa chute, de sa lutte. Il regarda sa ceinture. Son sac à dos avait disparu. Sa bouteille d'oxygène avait disparu. Son piolet avait disparu. Il comprit avec une lucidité effrayante, il l'avait laissé mourir. Cette pensée aurait dû le tuer. Mais au lieu de paniquer, il ressentit un calme étrange et détaché, fruit de ses années de pratique de la méditation bouddhiste. Il était encore en vie. La nuit tomba. La température chuta à 40 degrés. Dormir signifiait mourir. C'était la seule chose que son cerveau comprenait clairement. Pour ne pas s'éteindre, Lincoln entama une bataille de 12 heures pour sa vie. Il commença à pomper son corps, se balançant d'avant en arrière pour générer ne serait-ce qu'une goutte de chaleur. Il se frotta le visage gelé avec de la neige, essayant de chasser le sommeil. Son cerveau était son pire ennemi. Les hallucinations causées par l'hypoxie revinrent avec vengeance. Il pensait que la montagne était le pont d'un navire se balançant sur les vagues, et il murmurait que le temps était parfait pour une croisière. Puis il fut submergé par une chaleur paradoxale, signe indéniable d'une hypothermie profonde. Il pensait être recouvert d'une couverture chaude et commença à ouvrir la fermeture éclair de sa combinaison en duvet, libérant ainsi le peu de chaleur qui lui restait. Il lui fallut une volonté incroyable pour reconnaître ce mensonge et refermer la fermeture éclair. Il s'accrocha à des images de sa famille, répétant les noms de ses fils comme un mantra. C'est ainsi qu'il passa toute la nuit, seul, sur le toit du monde. À 7h30, le 26 mai, au premier rayon du soleil, une autre équipe s'approcha de lui. Il s'agissait de Dan Mazur, un guide expérimenté, et de 3 de ses clients, Andrew Brace, Miles Osborne et Jangbu Sherpa. Ils se dirigeaient vers le sommet. Ils savaient que quelque part ici, sur la crête, gisait le cadavre d'un Australien décédé la veille. C'était un spectacle sinistre, mais courant sur l'Everest. Soudain, le corps bougea. Ils s'arrêtèrent net. La scène était surréaliste. À une altitude de 8600 mètres, dans le vent glacial, un homme était assis. Il n'avait ni casque ni gants. Sa combinaison en duvet était ouverte jusqu'à la taille. Il était en train de changer quelque chose dans sa chemise, comme s'il allait se promener. Lorsqu'ils se sont approchés, il a levé les yeux vers eux, puis vers ses mains gelées. Il a brandi ses doigts noircis dans les airs, comme s'il s'agissait de bougies en cire. Lincoln Hall a regardé les alpinistes stupéfaits et a prononcé d'une voix rauque la phrase qui est entrée dans l'histoire « Je suppose que vous êtes surpris de me voir ici ». Dan Mazur et son équipe étaient sous le choc. Devant eux se trouvait un zombie vivant. Mais le choc a rapidement fait place à la prise de conscience de leur situation. Ils étaient à 2 heures du sommet de l'Everest, c'était le but de leur vie. Des années d'entraînement, des dizaines de milliers de dollars, tout cela pour ces derniers 100 mètres. Ils se trouvaient au même carrefour moral qui avait coûté la vie à l'alpiniste britannique David Sharp une semaine plus tôt. Sharp était en train de mourir dans la Green Cave et plus de 40 alpinistes l'avaient dépassé en route vers le sommet. Ils l'avaient vu, mais avaient fait semblant de ne pas le remarquer. Dans la zone de la mort, chaque gramme d'oxygène et chaque minute compte. S'arrêter pour aider quelqu'un d'autre signifie presque inévitablement ne pas atteindre le sommet et risquer considérablement sa propre vie. Dan Mazur a regardé Lincoln en marmonnant quelque chose à propos de « cruising ». Il a regardé ses clients, attendant sa décision. La décision a été prise instantanément. Il n'y a pas eu de longue discussion. Mazur et son équipe ont silencieusement convenu qu'ils ne pouvaient pas le laisser derrière eux. Le sauvetage a commencé immédiatement. Ils ont fait enfiler à Lincoln leurs propres gants de rechange, lui ont donné du thé chaud provenant de leur thermos et lui ont donné du chocolat à manger. Plus important encore, ils ont retiré leurs propres bouteilles d'oxygène et ont connecté Lincoln à une nouvelle source d'approvisionnement. Puis Mazur a pris la radio, il s'est connecté à la fréquence du 7 Summits Club et a appelé le camp d'Alexander Abramov, ce qu'il a dit a plongé ABC dans le chaos. Alexander, ici Dan Mazur, je suis au second step. Votre alpiniste, Lincoln Hall, il est vivant. Le silence régnait à l'autre bout du fil. Abramov était persuadé qu'il s'agissait d'une hallucination ou d'une erreur. « Dan, c'est impossible, répondit-il. Nous avons la confirmation. Il est mort. Vous devez vous tromper. » Mazur dut les convaincre en criant dans la radio qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. « Je le vois en ce moment même. Il me parle. Il a besoin d'oxygène. Il doit être évacué. » Il se battait pour la vie d'un homme qu'il avait rencontré 5 minutes auparavant, gaspillant un temps précieux et sa propre réserve d'oxygène qui diminuait. Ils ont maintenu Lincoln entre la vie et la mort pendant 4 heures. Leur propre oxygène était presque épuisé. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais ils ne pouvaient se résoudre à le laisser partir.
Désormais, tout dépendait des personnes qu'il avait laissé mourir la veille. Le message radio de Dan Mazur plongea le camp du 7 Summits Club dans le chaos. La nouvelle que Lincoln Hall était en vie n'était pas seulement un choc, c'était un cauchemar logistique. Alexander Abramov, qui venait d'enterrer 2 clients en 24 heures, devait maintenant organiser le sauvetage le plus haut de l'histoire de son entreprise. Il mobilisa immédiatement toutes les personnes qui pouvaient tenir debout. 12 Sherpas des camps ABC et North Col ont reçu l'ordre de tout laisser tomber et de se préparer à partir. C'était une opération de sauvetage sans précédent dans l'histoire de l'entreprise. L'équipe de sauvetage était dirigée par Sirdar, chef Sherpa, Mingma Gela. Dorji Sherpa faisait également partie de l'équipe. Le même Dorji qui, quelques heures plus tôt, avait lu des prières sur le corps sans vie de Lincoln. Pour lui, cette expédition n'était pas seulement un travail, c'était un devoir personnel. Armée de bouteilles d'oxygène, de médicaments, de thé et de cordes, l'équipe de Sherpa a entamé une ascension désespérée depuis 6400 mètres pour retourner dans la zone de la mort. Il leur a fallu 4 heures pour rejoindre le groupe de Mazur à 8500 mètres. Le transfert du patient s'est fait rapidement et en silence. L'équipe de Dan Mazur, qui avait donné toutes ses ressources et sacrifié l'ascension du sommet, était au bord de l'épuisement. Elle a remis Lincoln à la nouvelle équipe et a immédiatement commencé sa propre descente vers la sécurité. Pour Lincoln Hall et les 12 Sherpas, une descente de 10 heures vers l'enfer a commencé. Il n'était plus dans le même état que lorsque Mazur l'avait trouvé. L'oxygène lui avait rendu une partie de ses facultés mentales, mais il souffrait désormais d'hallucinations. Il n'arrêtait pas d'enlever son masque, essayant de retourner à son navire. Les Sherpas le traînèrent, le portèrent et le tirèrent vers le bas. Tous les quelques pas, l'Australien tombait. Les Sherpas le relevaient, criaient et le forçaient à avancer. Ce n'était pas un sauvetage en douceur. Ce fut une lutte brutale pour la vie, où les sauveteurs eux-mêmes étaient à bout. À un moment donné, lorsque Hall s'est à nouveau effondré dans la neige et a refusé de se relever, l'un des Sherpas, désespéré, a brandi son piolet vers lui. Ce n'était pas une menace. C'était un cri primitif. « Allez-y, ou vous mourrez ici et nous mourrons avec vous ». La descente fut douloureusement lente et se déroula en 3 étapes. Ce n'était pas une seule poussée. La première étape consistait à descendre de 8586 mètres au col nord, puis au camp 4 à 7010 mètres. Le médecin de l'expédition, Andrei Selivanov, avait déjà gravi cette distance, risquant sa propre vie. La deuxième étape était la nuit au col nord. L'équipe a atteint le camp tard dans la nuit du 26 mai. Lincoln était dans un état critique. Le docteur Selivanov s'est battu toute la nuit pour lui sauver la vie dans une tente glaciale, lui administrant des médicaments contre l'œdème cérébral et le gardant au chaud. La troisième étape a commencé le matin du 27 mai. Après que le médecin eut stabilisé l'état de l'Australien, les Sherpas ont entamé la dernière et plus longue descente du col nord vers le camp de base avancé à 6400 mètres d'altitude. Mike Dillon l'attendait au camp de base avancé. Lorsque Dillon a aperçu la silhouette qu'il avait enterrée, un jour et demi plus tôt, il s'est précipité vers lui. C'étaient des retrouvailles qui semblaient impossibles. Plus tard, lorsque Lincoln s'est un peu remis, il a regardé son ami et a prononcé une phrase qui est devenue légendaire. Il a dit « Merci pour cet appel. Maintenant, rappelle-la, s'il te plaît. » Le prix de ce miracle a été élevé. Le premier prix était physique. Lincoln Hall a été évacué vers Katmandou, puis vers l'Australie. Ses mains et ses pieds étaient noircis par de graves gelures. Les chirurgiens ont été contraints d'amputer 6 doigts de ses mains et son gros orteil droit. Lorsqu'il a enfin pu parler à sa femme depuis l'hôpital, il lui a révélé le prix de sa survie. La réponse de Barbara a été immédiate. « Je t'aimerai même si tu perds tous tes doigts ». Le deuxième prix fut moral. La saison 2006 est entrée dans l'histoire de l'Everest comme l'une des plus meurtrières et des plus honteuses. Alors que Dan Mazur et son équipe ont sacrifié leur ascension pour sauver Hall, une semaine plus tôt, plus de 40 alpinistes étaient passés devant le Britannique David Sharp, mourant pour se précipiter vers leur objectif. Le sauvetage miraculeux de Lincoln était une réprimande sévère et une réponse à la question éthique ultime de la montagne. Qu'est-ce qui est le plus important, le sommet ou l'homme ? Et enfin, il y a eu le jugement final, non pas instantané, mais étalé sur plusieurs années. Lincoln Hall n'a pas blâmé l'équipe d'Abramov. Il comprenait les règles impitoyables de la zone de la mort et était éternellement reconnaissant d'avoir été sauvé. Il est rentré chez lui en héros, un miracle vivant. Son histoire s'est répandue dans le monde entier.
Mais cette nuit, à 8600 mètres d'altitude, a laissé des cicatrices invisibles. Les doigts amputés n'étaient que le cou externe. Gonflement du cerveau, 12 heures dans la zone de la mort, hypothermie sévère. Tout cela a épuisé son corps au niveau cellulaire. Les médecins ont averti que chaque heure passée dans une hypoxie extrême nécessite des mois de convalescence pour le corps. Cette nuit-là a pris des années. 6 ans plus tard, en 2012, à l'âge de 56 ans, Lincoln Hall est décédé d'un mésothéliome. Il s'agissait d'une forme agressive de cancer causée par la poussière d'amiante qu'il avait inhalée dans son enfance. La maladie avait une période de latence de 30 à 40 ans et l'aurait rattrapé de toute façon. Mais les médecins ont dit à Barbara ce qu'elle redoutait depuis longtemps d'entendre. L'épuisement extrême de son corps sur l'Everest avait affaibli son système immunitaire. Le cancer a progressé plus rapidement et de manière plus agressive. Lincoln a vécu 8 à 10 ans de moins qu'il n'aurait pu. La montagne ne l'a pas tué cette nuit-là, mais elle lui a pris tellement de force que lorsque le véritable ennemi est arrivé, le démon de son enfance lointaine qui se cachait dans ses poumons, Lincoln n'avait plus les ressources nécessaires pour se battre. Il a conquis l'Everest, mais il a payé cette victoire de plusieurs années de sa vie.